Longtemps considérés comme un mystère, les rêves font aujourd'hui l'objet d'études scientifiques de plus en plus poussées. Que se passe-t-il vraiment dans notre cerveau quand on rêve? Que révèlent les cauchemars sur notre état psychique et psychologique? Est-il vrai que certains rêves pourraient aider à soigner des traumatismes? Pour y voir plus clair, j'ai l'immense plaisir de recevoir un expert qui a consacré sa carrière à explorer les zones les plus mystérieuses du cerveau. Neurobiologiste et directeur de recherche émérite à l'INSERM, il a étudié en profondeur les mécanismes du rêve qu'il décrypte dans son ouvrage passionnant, Les 100 mots du rêve, et vous allez voir qu'il bouscule pas mal d'idées reçues sur le sujet. Professeur Jean-Paul Tassin, bonjour et bienvenue dans le Manal Show. Bonjour. Alors première question, professeur, puisque vous faites beaucoup de choses, je me suis demandé comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la thématique du rêve? C'est une vieille histoire, comme très souvent, c'était au Louveteau. J'étais au Louveteau, vous vous rendez compte? J'étais au Louveteau et je dormais sous la tente avec d'autres Louveteaux de la même sizaine. Et il y en avait un à qui on avait acheté un petit appareil de photographie avec un flash. Et je me suis réveillé avant lui, un matin. J'ai été prendre son appareil et je l'ai pris en photo, avec le flash. Et ce qui m'a effaré, c'est qu'il s'est réveillé et il m'a dit « Ah, j'étais dans une maison, toute noire, et je cherchais absolument la lumière, et au moment où j'ai trouvé le bouton pour allumer la lumière, je me suis réveillé. » C'est exactement au moment où j'ai appuyé sur le flash. Ah oui. J'avais 8 ans. Je me suis dit, c'est incroyable qu'il ait pu imaginer que j'allais lui prendre son appareil et que j'allais le prendre en photo. Comment est-ce qu'il a pu y penser? Il dormait. Donc c'est pas possible. Et je me suis dit, là, il y a un problème. Et c'est la première fois où je me suis dit, il y a quelque chose dans le rêve que j'ai pas compris, quoi. Vous aviez 8 ans à l'époque? Et j'avais 8 ans, en Louveteau, 8-9 ans, quoi. C'était assez étonnant comme expérience. Maintenant, j'ai tout compris. Là, c'est très simple. Mais à l'époque, ça paraissait incroyable. Bah, tant mieux, parce que vous allez tout nous expliquer en détail. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner les différences mesurables entre un cerveau éveillé et un cerveau en train de rêver? Ah, c'est assez compliqué en tant que tel parce qu'il y a deux versions. Quand on est un cerveau éveillé, il y a un certain nombre un électroencéphalogramme, on voit effectivement des ondes qui sont de faible amplitude et de forte fréquence. D'accord. Ça, c'est l'éveil. Et puis petit à petit, lorsque la personne s'endort, la fréquence des ondes diminue et l'amplitude augmente. Sommeil lent, progressivement. Et au bout d'un certain temps, il y a un phénomène qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui a été mis en évidence par Michel Jouvet essentiellement. La personne n'a plus d'activité musculaire, ça c'est très clair. Elle dort, c'est évident, mais son activité cérébrale ressemble à celle de l'activité éveillée. Et il en a conclu à l'époque que cette activité éveillée était la preuve que le cerveau était en train de rêver. Il dort, sommeil paradoxal, il ne bouge pas, il n'y a pas de problème, et pourtant, il y a une activité comme si le cerveau était éveillé. En plus, il y a des mouvements des yeux, des rapid eye movement, des mouvements rapides des yeux qui allaient de droite à gauche, et à l'époque, parce que c'était un peu un plaisantin, quand même Michel Jouvet, il disait probablement qu'il est en train de rêver à un match de tennis, et donc il suit l'action de gauche à droite et de droite à gauche. Donc ça, c'était la première, par rapport à votre question, c'est ça la grosse différence. Moyennant quoi, il y a une autre réponse. Moyennant quoi, il y a une autre réponse, c'est qu'en fait, le cerveau a une période de sommeil lent, plus ou moins profond, une période de sommeil paradoxal. Mais ce qu'on a oublié de constater, enfin qu'on a constaté mais qu'on n'a pas pensé à l'époque qui pouvait être important, c'est qu'il y a des micro-éveils. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le sommeil, le cerveau a besoin de se réactiver et il fait à ce moment-là des micro-éveils. C'est-à-dire qu'il s'éveille, mais nous ne nous en rendons pas compte. Et ça arrive souvent, ça, les micro-éveils? Alors, il y a deux types. Bon, on a pu déterminer. Il y a ce qu'on appelle les bons dormeurs et les mauvais dormeurs. Les bons dormeurs se réveillent de 10 à 12 fois par nuit. Ah, quand même. Sans en avoir conscience. Et les mauvais dormeurs se réveillent jusqu'à 17 fois par nuit. 17, 18. D'accord. Et ça, on n'en a pas conscience. Alors, on n'en a absolument pas conscience. À une époque, il y a quelques années, il y a une équipe de psychiatres qui a créé ce qu'il a appelé l'éveillomètre.
Alors l'éveillomètre, c'est un appareil où vous avez sous votre pyjama une petite, un petit système un fil électrique, et avec au bout, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton. Et lorsque vous appuyez sur ce bouton, la lumière environnement, qui est très faible, très faible, vous l'éteignez. Donc, on laisse la personne s'endormir. Une fois qu'elle est endormie, on allume la lumière. Et on demande à cette personne, avant qu'elle s'endorme, bien sûr, d'appuyer sur le bouton à chaque fois qu'elle voit la lumière. Et on s'est aperçu, alors, elle voit la lumière, elle appuie sur le bouton, la lumière s'éteint, et quelques minutes plus tard, elle se rallume. Et on s'aperçoit qu'effectivement, les gens appuient sur le bouton une dizaine à quinzaine de fois par nuit. Ah oui. Sans s'en souvenir. Sans s'en souvenir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça ce qui est extraordinaire, et c'est ça ce qui va tout changer dans le raisonnement par rapport au rêve, parce que l'essentiel, le gros problème du rêve, c'est qu'il a lieu pendant le sommeil. Or, le sommeil, c'est une zone inconsciente, une période inconsciente. Si je vous réveille au milieu de la nuit, dans le noir absolu, vous êtes incapable de me dire combien de temps vous avez dormi. S'il n'y a pas de point de repère. Donc là, il y a une période totalement inconsciente. Or, le rêve, par définition, puisque vous le racontez, c'est un phénomène conscient. Donc, on a affaire à un processus durant une période inconsciente qui va donner quelque chose de conscient. Et on va développer justement ce sujet plus en profondeur, évidemment. Avant ça, je vous propose de faire un petit peu de pédagogie, professeur Tassin, et nous dire quelles sont les différentes phases de sommeil et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces moments-là. Les différentes phases les plus classiques, c'est sommeil lent, sommeil paradoxal. Et puis, bon, qu'est-ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a des périodes, et en particulier dans le sommeil paradoxal, où vous avez donc une zone, enfin une paralysie musculaire et une activité très intense du cerveau, comme s'il était éveillé. Et c'est cette période-là qui va permettre, en principe, de stabiliser les mémoires que vous avez mis en place au cours de l'éveil. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a 2 grandes phases du sommeil. Il y en a en fait plus parce que dans le sommeil lent, il y a 4 phases de sommeil lent. Première phase d'endormissement, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase, puis le sommeil paradoxal. Donc en fait, il y a plusieurs phases, mais les phases importantes, ce sont c'est sommeil lent et sommeil paradoxal. Disons qu'en plus, il y a c'est un peu technique, mais dans le sommeil paradoxal, il y a 2 périodes. Il y a la partie phasique où il y a un mouvement des yeux et une autre partie où il n'y a pas de mouvement des yeux. Mais de toute façon, il y a totalement disparition de l'activité musculaire. C'est assez important dans l'évolution, puisqu'on pense qu'effectivement, les hommes qui avaient besoin de ces phases de sommeil paradoxal, ceux qui ne tombaient pas de l'arbre, parce qu'à l'époque, on était dans des arbres, pour éviter les animaux, ceux qui ne tombaient pas de l'arbre étaient ceux qui allaient tenir la distance et pouvoir se reproduire. Et ceux qui tombaient de l'arbre, alors ? Et ceux qui tombaient de l'arbre étaient mangés par les animaux. Ouais. Donc en fait, c'est ceux dont le sommeil paradoxal ne permettait pas de tomber puisqu'ils étaient paralysés. Et c'est ceux-là qui, en principe, c'est ce qu'on dit, mais c'est amusant comme idée. Est-ce que l'activité cérébrale, elle continue dans toutes les phases du sommeil ? Bien sûr, le cerveau ne s'arrête jamais. Le cerveau ne s'arrête jamais d'être activé. Il est activé différemment. Peut-être que là, je peux vous en dire un mot complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà parlé la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, des modulateurs. Oui. Il y a 86 milliards de neurones dans le cerveau, 86 milliards de neurones, et qui transmettent l'information. Ça, c'est ça le point important. Ils reçoivent l'information, activité sensorielle, et ils la transforment, et finalement, ils ressortent soit une activité motrice, soit une activité psychique. Ça, c'est les 86 milliards. Mais ceux qui vont moduler cette information, c'est moins de 10 000 neurones. 10 000 fois moins de neurones, ce sont des neurones modulateurs qui représentent 0,01%, avec la noradrénaline qui est libérée, la sérotonine et la dopamine dont on a parlé. Ce qui est important à savoir ici, c'est que au cours de l'endormissement, les neurones modulateurs, noradrénaline et sérotonine, diminuent leur activité régulièrement. La dopamine reste un peu active, même si elle diminue de 20%. Et puis progressivement, au fur et à mesure qu'on arrive au sommeil paradoxal, au cours du sommeil paradoxal, les systèmes à noradrénaline et sérotonine s'arrêtent. Il n'y a plus de libération de noradrénaline et de sérotonine. Et dans ces conditions, il ne peut plus y avoir conscience. Donc ça, c'est le sommeil paradoxal. Et donc pendant le sommeil paradoxal, on n'a plus de conscience
Donc on peut pas rêver pendant le sommeil paradoxal. Et justement, Et ça- on va y venir. Parce que ça, c'est une grande thématique, une grande découverte, moi qui m'a énormément fascinée. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Michel Jouvet, qui est une figure incontournable dans l'étude du sommeil. En quoi ces découvertes ont-elles bouleversé notre compréhension du rêve? Alors justement, ce que Michel Jouvet a fait, c'est qu'il a enregistré des patients, des hommes, femmes, et il les a réveillés pendant des phases de sommeil paradoxal. Et les patients ont raconté un rêve. La plupart d'entre eux, dans 80% des cas, ils racontaient un rêve. Ils étaient en train de rêver. Donc il en a conclu qu'ils étaient en train de rêver. Et puis, quelques mois plus tard, mais ça on ne le dit pas, une équipe américaine a fait les mêmes expériences en réveillant en sommeil paradoxal et aussi en sommeil lent. Et en sommeil lent, les patients racontaient aussi des rêves. La nature des rêves n'était pas exactement la même. En sommeil lent, c'était en début de nuit, les rêves étaient moins fous. En sommeil paradoxal, c'était je vole, je suis dans un avion, je construis, etc. Je fais n'importe quoi. Très onirique. Et puis un peu plus tard, mais ça c'est beaucoup plus tard, on s'est rendu compte que si on réveillait les gens en sommeil lent, mais tard dans la nuit, leurs rêves étaient absolument identiques à ceux du sommeil paradoxal. Ah. Pourquoi? Comment on explique ça? Alors en fait, on explique ça parce que ce qui est important au début dans l'endormissement, c'est que les fameux modulateurs s'arrêtent doucement. Donc, quand on réveille quelqu'un, on les réactive, mais on les réactive moins haut, enfin moins fort, puisqu'ils sont encore en train de fonctionner. Alors que quand on est en sommeil paradoxal, puis en sommeil lent, là les systèmes sont très très bas, et donc l'activation est plus forte, et le rêve est plus onirique. D'accord. Donc ça, c'est un moment très important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Michel Jouvet réveillait quelqu'un et disait « il rêve », donc j'ai interrompu un rêve, ben le problème, c'est pas ça. C'est qu'en réveillant, il déclenche le rêve. En réveillant, il déclenche le rêve. Donc, c'est-à-dire, le rêve vient du réveil, et non pas, pour qu'il y ait rêve, il faut qu'il y ait ce brutale transformation de l'activité du cerveau en absence de modulateur, et brutalement, les modulateurs sont réactivés par la personne qui vous réveille. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on rêve durant ces phases de micro-réveil? Exactement. C'est pendant cette période que le rêve va se mettre en place. Et alors pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée reçue comme quoi le rêve se réalisait plutôt dans le sommeil paradoxal? Puis c'est resté comme ça en fait, dans l'idée commune. Parce qu'il y avait des activités des yeux. Donc quand vous êtes en sommeil paradoxal, vous êtes paralysé, sauf la respiration et les yeux qui continuent à être activés. Donc là, Michel Jouvet a pensé, bon, il bouge les yeux, ça prouve qu'il est en train de rêver. Alors il y a une autre expérience qui va pas plaire aux gens, puisque malgré tout, j'ai eu des remarques là-dessus. Sur les animaux? Sur les animaux. C'est que Michel Jouvet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a détruit des petites zones dans le cerveau, de toutes petites zones dans le cerveau, qui permettent à l'animal, en l'occurrence, d'être paralysé pendant le sommeil paradoxal. Et ce qui s'est passé, c'est que chez ces animaux qui n'étaient plus paralysés, les chats en l'occurrence, au moment du sommeil paradoxal, ils se mettaient les yeux fermés à courir dans la pièce et à faire comme s'ils voulaient attraper une souris ou un animal. Ils vivaient leur rêve physiquement. Vous venez de dire, ils vivaient leur rêve, mais en fait, ils ne rêvaient pas. Ah. Ils ne rêvaient pas, simplement, ils avaient une activation corticale qui entraînait ces mouvements stéréotypés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils rêvaient, puisqu'ils étaient inconscients. Puisqu'ils étaient dans une situation de sommeil paradoxal, donc d'inconscience. Donc, pour arriver à avoir un rêve, il faut absolument qu'il y ait un processus conscient. Ce que vous nous dites, c'est que le rêve ne se déroule pas pendant le sommeil paradoxal, mais pendant les phases de micro-réveil. C'est assez contre-intuitif, vous êtes d'accord quand même? Complètement contre-intuitif. Ce qui est encore plus contre-intuitif, c'est la durée. C'est que si je vous raconte un de mes rêves, je peux le faire maintenant, j'étais je sors dans la rue, il y a un HLM devant moi en train d'être en construction. Donc je me dis, tiens, c'est drôle, je vais aller le voir. Je rentre dans cette HLM et je monte les étages et j'arrive au 7e étage. Au 7e étage, je suis sur le toit du HLM. Et là, il y a des projecteurs qui tournent, mais il y a énormément de vent. Et brutalement, il y a un des projecteurs, à cause du vent, qui m'arrive dans les yeux et qui me réveille. Ma femme venait d'allumer la lumière. Ah. Ce qui veut dire
Que ce n'est pas une coïncidence. Que ce n'était pas une coïncidence par rapport à l'histoire du flash du début. C'était pas une coïncidence, mais que le rêve que j'ai fabriqué, je l'ai fabriqué entre le moment où ma femme a allumé la lumière et le moment où je me suis effectivement réveillé. Un temps extrêmement court. Un temps extrêmement court, c'est-à-dire de l'ordre de 500 millisecondes, peut-être une seconde et demie. Et c'est possible, ça? Alors, ce qu'il faut savoir, et ça c'est aussi une grande surprise, c'est que le cerveau, il a besoin de 60 millisecondes pour choper une image, pour fabriquer une image. Ce qui veut dire qu'en une seconde, il en fait 16. C'est pour ça d'ailleurs que le cinéma, c'est 24 images par seconde. C'est parce que si vous faisiez 16 images par seconde, vous auriez eu l'impression d'un 24 images par seconde, comme ça vous avez quelque chose de continu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en l'espace d'une seconde, je fais 16 images. Et maintenant, si je reprends mon rêve, vous avez une image, je suis dehors, 2 images, l'HLM et la nuit, 3e image, et ça je m'en souviens très bien, je mets mon pied sur la première marche de l'escalier. 4e image, je suis au 7e étage sur le toit. 5e image, il y a le vent et les projecteurs. 6e image, j'ai le projecteur dans les yeux. C'est-à-dire que 6 images, pour un cerveau, c'est moins de 500 millisecondes. Mais c'est quand même fou de se dire que le rêve se construit en moins d'une seconde, alors qu'on a l'impression qu'il a duré des heures. Exactement. C'est assez incroyable, mais si on pense que effectivement chaque image, c'est 60 millisecondes, c'est-à-dire 0,06 secondes, vous avez 16 images par seconde, et 16 images, c'est 2 pages de Tintin. Alors 2 pages de Tintin, ou 1 page et demie, vous avez de quoi faire. Vous voyez l'histoire qui peut se dérouler. Oui. Autre chose, mis à part cette durée, ce temps, c'est aussi le fait de se dire que le rêve se construit par rapport à la réalité, à notre environnement. Il y a un lien, en fait. Il y a un lien quand il y a une stimulation extérieure. Mais tous les gens ne sont pas réveillés par des flashs ou par des lumières. Oui, mais ça m'est déjà arrivé d'être réveillée à cause, par exemple, du livreur qui sonne à la porte. Et cette sonnerie, je l'entends dans mon rêve. Oui. Elle prend une autre forme. C'est pas forcément le livreur. Mais je veux dire, j'entends ce bruit. Bien sûr. Donc il s'incorpore, il s'introduit dans mon rêve. Alors non seulement il s'introduit, mais c'est lui qui va donner la signification de la fin du rêve. C'est-à-dire que le rêve va se fabriquer de façon rétrograde. Mon histoire d'HLM, c'est la lumière qui m'a réveillé, et tout ce qui s'est fabriqué avant, dans mon rêve, en fait, je l'ai fabriqué après. Ah oui. L'exemple type, le plus classique, c'est envoyer de l'eau sur son conjoint qui dort. Un petit peu, quelques gouttes d'eau sur le nez, il se réveille et il vous dit, j'étais en train de me promener, il faisait super beau, et brutalement, il y a eu des nuages qui sont arrivés, il s'est mis à pleuvoir, et à ce moment-là, je me suis réveillé. Donc, la fabrication du beau qui se transforme en pluie a été faite après le réveil. Alors, il faut voir que ce temps représente quelques secondes. Donc, le rêve se construit de manière rétroactive. Il y a beaucoup d'autres exemples. Je peux vous en citer un autre, c'est le fameux exemple de Maury, Alfred Maury, qui était ce qu'on appelle le rêve de Maury. C'est un monsieur qui avait de la température, et on verra pourquoi c'était important. Il était un peu malade, et il rêve qu'il est conduit à l'échafaud. Donc il est dans la charrette avance, on lui fait monter les escaliers pour aller sur la potence, il met sa tête sous la guillotine, et à ce moment-là, tchac, la guillotine tombe, et là il se réveille, et il s'aperçoit qu'il avait son cou bloqué contre la barre métallique et froide du lit. Ah Donc oui. en fait, il a la sensation du froid métallique, et là, il fait le rêve, et il raconte ce rêve qui va le conduire à l'échafaud à partir de cette sensation de froid sur la guillotine, enfin la pseudo-guillotine. Ces histoires, c'est absolument étonnant. Je suis convaincue que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont aussi faire le lien avec leurs propres rêves. Bien sûr. Mais comment vous expliquez ça, professeur Tassin? Qu'est-ce qui se passe en fait physiquement, concrètement, pour avoir cette sensation, pour avoir ce lien avec la réalité? La fonction du rêve essentielle, c'est d'éviter que nous nous réveillons. Si c'est très au-dessus du seuil, la lumière, le bruit ou une douleur au niveau du cou, là, le seuil est trop important et il y a réveil. Mais dans une situation normale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fameux neuromodulateurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la noradrénaline, la sérotonine, sont des neurones
qui vont s'arrêter donc pendant le sommeil lent et complètement pendant le sommeil paradoxal. Or, les cellules nerveuses sont des cellules électriques. C'est-à-dire qu'il y a une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Quand ces cellules s'arrêtent, cette différence de potentiel diminue. Et si elles s'arrêtent trop longtemps, les cellules meurent. Donc il est absolument vital pour l'organisme que de temps en temps, elles soient réactivées. Oui. Et cette réactivation va entraîner un micro-réveil qui va ou non donner naissance à un rêve. Alors s'il donne naissance à un rêve, bon, pourquoi pas, mais la plupart du temps, il donne pas naissance à un rêve et vous vous rendormez parce que il y a un processus qui fait que il y a une sorte de passage au conscient, mais le conscient ne va pas être suffisamment important pour vous réveiller. Ah d'accord, donc on rêve pas systématiquement pendant ces micro-réveils. On rêve pas systématiquement pendant ce micro-réveil parce que pour se souvenir d'un rêve, il faut pas se rendormir trop vite. Il faut qu'il y ait le temps pour que le traitement cognitif, précisément le fait qu'on est passé de l'inconscient au conscient au cours du micro-réveil, que ce traitement cognitif soit suffisamment long pour qu'il puisse être stocké et mémorisé. Et en l'occurrence, il le sera, mais toujours de façon très labile, puisque souvent, on se souvient d'avoir rêvé, mais on se souvient pas très bien du rêve. On est obligé de le reconstruire. Et là, il y a tout un travail qui est réalisé par le rêveur, qui reconstruit son rêve à partir de quelques images. Tout à l'heure, l'exemple de HLM, évidemment que c'est une reconstruction. Je n'ai que 5 images. Mais avec ces 5 images, je fabrique. Mais ce que je trouve incroyable quand même, c'est que notre cerveau fabrique le rêve à partir de la fin de l'histoire. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui va surprendre beaucoup de monde. Bien sûr. Et pourtant, tout le monde peut l'observer sans aucune difficulté. Si vous avez du bruit dans la rue, vous pensez que vous êtes dans la jungle avec des guérilleros qui sont en train de vous attaquer. C'est bon. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a évidemment rêve sans stimulation extérieure. Puisque, comme je vous l'ai dit, il faut absolument que ces neurones modulateurs se réactivent de temps à autre, recréent le micro-éveil et déclenchent un rêve. Ce qui est important aussi, c'est la nature du rêve. Que va-t-on rêver? On rêve pas n'importe quoi. Ah non. Comment? Oui. Ça m'intéresse. Que rêve-t-on alors? Eh ben, on rêve à partir de ce qu'on a stocké pendant l'état d'éveil. C'est-à-dire que quand vous êtes éveillé et que vous échangez ou que vous vivez des événements, vous avez toujours ces deux traitements analogiques et cognitifs qui fonctionnent, et en particulier le système analogique qui va enregistrer des informations, et ces informations, elles restent inconscientes. Et elles vont être traitées. Elles vont nourrir le rêve. Elles vont nourrir, non pas le rêve, elles vont nourrir le fonctionnement du cerveau pendant la période de sommeil. C'est-à-dire que le cerveau va stabiliser ces éléments que vous avez stockés en analogique. Okay. Il va les stabiliser, en particulier pendant le sommeil paradoxal. Et au moment du micro-éveil, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser ce qui était en train d'être stocké, d'être traité, il va l'utiliser pour fabriquer le rêve. Donc le rêve va venir non pas de n'importe quoi, mais de ce que vous avez stocké pendant différentes parties de votre vie, que ça soit à la naissance, un peu plus tard ou récemment. Même si on a l'impression que c'est n'importe quoi. Oui, des fois, on a des rêves totalement loufoques. Mais non, justement, ça c'est... Enfin, ils sont loufoques sur le plan réaliste. Je vole, mais en fait... je me vole ou je me fais courser par des zombies, par exemple. Exactement. Mais ça, c'est une traduction. C'est la traduction consciente d'éléments que vous avez stockés en analogique. L'analogique travaille pas de la même façon que le cognitif. Il va fabriquer des images, il va fabriquer des histoires auxquelles vous n'avez pas, par définition, conscience, mais que vous allez pouvoir reconstruire à partir du moment où vous avez fait le rêve. Donc je peux rêver de quelque chose qui se nourrit d'événements, de situations, d'expériences que j'ai vécues il y a 10 ans, par exemple. Tout à fait, même plus. Et même en tant qu'enfant, vous pouvez très bien non pas retrouver, mais refabriquer. Bon, je vous cite un exemple qui est un peu classique, qui était une dame psychanalyste qui l'a raconté. Elle était en 1936, elle était en Autriche. Et son père rêve qu'il veut aller acheter du pain. Donc il va chez le boulanger et le boulanger lui dit il n'y a pas de pain. Donc il va voir un deuxième boulanger et il demande du pain. Et le boulanger lui dit il n'y a pas de pain. Alors, il va voir un troisième boulanger et il redemande du pain et le boulanger lui dit mais enfin il n'y a pas de pain. Et dans le rêve il dit mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de pain? Et le boulanger lui répond mais c'est la guerre monsieur. Et il se réveille. Bon, on est en 1936.
à la suite de ce rêve, il a pris sa famille, ses enfants, et il a quitté l'Autriche. Et peu de temps après, la guerre s'est déclenchée. Donc c'était, vous me direz, un rêve prémonitoire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui. Oui, ça fait rêve prémonitoire. Comment vous expliquez ça? Eh ben, je l'explique très facilement. C'est que quand vous êtes dans une situation où vous avez des tensions énormes dans l'environnement, dans le métier, dans les relations sociales, etc., et que vous sentez que ça commence à chauffer, votre système analogique va repérer toutes ces faits. Vous voulez dire que c'est son intuition, cette fois-ci, qui entre en... C'est pas son intuition, c'est ça. Oui, c'est son intuition si vous voulez, mais c'est la façon dont il a stocké l'information. Il a stocké inconsciemment une information de tension. C'est quand même précis, je trouve. Ben, dans ce cas-là, c'est précis, parce que son idée, effectivement, si ça va mal, ce qu'on risque, c'est la guerre. Donc, il va le rêver, et il va le rêver comme ça. Il va rêver que c'est la guerre. Alors, c'est un rêve prémonitoire qui n'en est pas vraiment un, puisque il avait senti inconsciemment les tensions qui régnaient. On va parler de toute façon des rêves prémonitoires un peu plus tard, et je sais que vous avez un avis assez tranché sur la question. Mais avant, professeur Tassin, pouvez-vous nous dire pourquoi on rêve? Pourquoi rêve-t-on? Freud disait que l'interprétation des rêves est la voie royale de l'inconscient. Donc effectivement, c'est une expression de la façon dont vous avez stocké l'information au cours de vos éveils, et depuis votre naissance jusqu'au moment du rêve, avec des moments différents. On verra exactement les importances de certains phénomènes. Alors, la question c'était... Pourquoi rêve-t-on? Quelle est la fonction biologique du rêve? Est-ce que vous avez une idée vous-même? Je pense peut-être pour nous protéger de quelque chose. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, il est nécessaire d'avoir ce passage de l'inconscient au conscient. Il est nécessaire que les modulateurs repartent. Donc, comment faire pour que ces modulateurs repartent, qui déclenchent les micro-éveils, donc un éveil? Pour que le sommeil soit réussi, il faut absolument pouvoir se rendormir. Donc, pour se rendormir, la meilleure méthode, c'est de rêver. On va rêver, ce qui va amortir le choc que subit le cerveau, qui passe de l'inconscient au conscient, de façon très brutale, il va falloir le protéger. Donc ce que fait le rêve, c'est qu'en fait, c'est une forme de gardien du sommeil, c'est pas encore moi qui l'ai dit, il va garder le sommeil, il va permettre de se rendormir. Et si la stimulation est trop forte, à ce moment-là, il y aura réveil, et ça sera un raté d'une certaine façon. Donc le rêve est primordial. Le rêve est primordial. Certaines personnes n'en ont pas besoin. Lesquels? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh ben, la différence, c'est qu'en fait, c'est ceux qu'on appelle les bons dormeurs. Les bons dormeurs, c'est-à-dire, c'est ceux qui ont, alors, il y a deux interprétations possibles, mais c'est ceux qui, au moment où ils vont avoir ce micro-éveil, ils ont une faible réactivité. Ils ont une faible réactivité, c'est-à-dire que ils vont avoir un micro-éveil relativement faible qui va permettre un rendormissement rapide. Ceux-là vont vous dire, je ne rêve pas. On a dit à une certaine époque, on a dit que ceux qui ne rêvaient pas devenaient fous, ce qui est complètement faux. Mais ça a été une croyance, y compris par les psychologues, qui pensaient que les gens qui disaient qu'ils ne rêvaient pas, ils avaient un problème. En fait, non. C'était un problème de réactivité. Et ça a été bien montré scientifiquement par une équipe de Lyon, qui est un peu l'émanation de l'équipe de Jouvet actuellement, qui ont montré effectivement que les bons dormeurs, c'est-à-dire 12 réveils par nuit, avaient de 0,5 rêves par semaine, alors que les mauvais dormeurs, 17 réveils par nuit, avaient de 3 à 7 rêves par semaine. Donc ce que vous nous dites, c'est que les bons dormeurs rêvent moins que les mauvais dormeurs. Exactement. Les bons dormeurs rêvent beaucoup moins que les mauvais dormeurs. Or, quelle est la période d'une vie classique où l'on rêve le plus? Est-ce que vous avez une idée? Alors, je dirais l'enfance. Alors, l'enfance, c'est une chose, mais moi je pense, c'est plus précis, c'est quand on a de la fièvre. Ah, quand on est malade. Quand on est malade. Quand on a de la fièvre, le système va monter à 38, 39, et là, les fameux modulateurs ne peuvent plus rester arrêtés. La température est trop forte. D'accord. Donc, ils vont repartir très fréquemment. Et quand vous montez à 40, vous vous réveillez. Vous vous réveillez, et là, vous faites le rêve. En l'occurrence, le rêve d'Alfred Maury, il avait 42 fièvres. D'accord. Il avait 42 fièvres,
et il s'est réveillé. Et si ça vous est déjà arrivé d'avoir beaucoup de fièvre. Oui, je suis en train d'y réfléchir en même temps que vous le dites justement. Et effectivement, c'est vrai, quand je suis malade et que j'ai de la fièvre ou que je me sens mal, j'ai l'impression de rêver plus, en tout cas de m'en souvenir. Oui, exactement, parce que vous vous rendormissez lentement et vous avez le temps de stocker l'information. Vous savez, professeur, il arrive que nous fassions le même rêve plusieurs nuits d'affilée. Est-ce que ces rêves-là, qui sont récurrents, ont une fonction particulière ou pas du tout? Alors, c'est pas qu'ils ont une fonction particulière, c'est qu'ils ont une raison particulière. C'est qu'en fait, je vous l'ai dit, le rêve va être le passage de l'inconscient au conscient. L'inconscient, en fait, on peut le schématiser comme étant des bassins d'attraction. C'est-à-dire que quand vous pensez à, par exemple, je vous donne un exemple, une fée et une sorcière. Il y a des points communs. Ce sont deux femmes. Elles ont toutes les deux un chapeau. Il y en a une qui a une baguette et l'autre qui a un balai. Puis elles ont toutes les deux des robes. Mais il y en a une qui est en rose et l'autre qui est en noir. Ce qui fait que vous avez deux bassins attracteurs. Vous avez le bassin attracteur sorcière, avec tous ses paramètres, et le bassin attracteur fée, avec tous ses paramètres. Et ces bassins attracteurs que vous avez stockés dans votre inconscient, quand ils vont être activés, ils vont donner naissance à un rêve. Et ça dépend de quel bassin va être activé. Si c'est un bassin sorcière, vous allez avoir un rêve en relation avec la sorcière. C'est un bassin fée, un rêve avec en relation avec la fée. Et comment vous expliquez le fait que ce rêve soit récurrent plusieurs nuits d'affilée? Ce qui se passe, c'est que ces bassins sont plus ou moins profonds en fonction de votre histoire. C'est un bassin, c'est profond, c'est un phénomène thermodynamique. C'est plus vous avez un phénomène entre guillemets traumatisant, mais c'est pas de traumatisme nécessaire, un phénomène saillant qui vous a marqué, plus le bassin est profond. Ce qui veut dire que si vous avez un bassin très profond, chaque nuit, au moment de la réactivation, au moment de la fabrication du rêve, c'est ce bassin très profond qui va apparaître. Donc vous allez avoir des recrutements de bassins qui sont similaires. Donc vous allez repartir sur des rêves récurrents. Parce que probablement le rêve récurrent a une raison d'être. Moi je vous donne un exemple de rêve récurrent. Alors je vous raconte d'abord l'histoire. J'ai un collègue qui, dans un congrès, est allé s'inscrire à l'hôtel en donnant son nom, sa carte d'identité, et qui a posé son attaché case à côté de lui, avec toutes ses diapositives, ordinateurs, etc. Donc il écrit bien soigneusement son nom, sa carte d'identité, il signe, il donne sa carte bleue, etc. Et quand il se baisse, il y a plus d'attaché case. Un type était passé à côté, discrètement, après l'attaché case, c'est parti. Ce truc m'a traumatisé. Je me souviens très bien, je me suis dit, mais c'est dingue ce qui lui est arrivé. C'est vraiment pas de chance, en plus, bon, dans un hôtel et tout. Bien, moi, j'ai continué pendant pas mal de temps à chercher mes valises, rêver que j'avais perdu mes valises dans le train, que je les retrouvais plus, que je demandais aux gens, et que justement, j'ai rêvé, entre autres, que je pose ma valise, je me retourne, et je reviens, il n'y a plus de valise. Bon, vous voyez, ça en fait, c'était un choc. J'ai eu un choc, c'était pas dramatique, c'était un choc, et ce choc m'a entraîné une récurrence de rêve. Oui, c'est une situation qui vous a marqué. Là, c'est ça, qui m'a marqué, mais qui m'a marqué non seulement de façon cognitive, consciente, mais aussi visiblement inconsciente. Alors maintenant, si on va un peu plus loin, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que cet événement que d'autres ont vécu l'a marqué lui, c'est-à-dire moi, plus qu'un autre? Vraisemblablement, c'est parce que dans mon histoire, il y a des éléments qui peuvent être analogues à ce phénomène. Oui, vous pouvez vous reconnaître. Alors, reconnaître, chez ce monsieur. Ou pas forcément me reconnaître, mais reconnaître sans le savoir des événements qui ont déjà été stockés de cette façon et qui vont approfondir mon bassin et le rendre encore plus saillant. Du coup, le rêve récurrent va apparaître. Je sais, professeur, que vous êtes scientifique, donc cartésien, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous donnez une signification particulière à vos rêves? Alors, la réponse est oui, absolument. Oui. Absolument. Alors, j'arrive pas forcément à trouver la bonne interprétation, mais c'est évident que mon rêve, c'est pas quelque chose qui arrive de n'importe où. Et en l'occurrence, c'est souvent pas très difficile au bout d'un certain temps. Avec des années de psychanalyse, par exemple, eh bien, on finit par prendre l'habitude d'interpréter plus ou moins ses rêves en fonction de son histoire
personnel de ce qui s'est passé juste avant ou quelques années auparavant. Est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques conseils, nous dire comment on peut interpréter ses propres rêves? Alors ça, c'est pas, on peut pas les interpréter, justement, on peut pas les interpréter tout seul. On ne peut les interpréter qu'avec des professionnels. C'est-à-dire que, et ça c'est relativement connu, si vous faites une analyse, vous allez raconter des histoires de tous les jours, et vous allez, dans votre histoire, vous êtes allongé, vous n'avez plus de stimulation sensorielle, il y a un silence dans la pièce, vous avez les yeux fermés, vous n'avez plus de problème de gravitation puisque vous êtes allongé. Et là, vous allez faire des associations libres de bassin d'attracteurs en bassin d'attracteurs. Et vous allez raconter votre histoire. Et là, vous avez derrière vous un psychanalyste professionnel qui écoute vos associations, qui lui n'a pas les mêmes et qui repère vos associations. Donc, il va progressivement, en fonction de vos rêves, il va un peu comprendre comment vous fonctionnez. Et lorsque vous lui raconterez un rêve, eh bien, non seulement il aura une idée qu'il ne vous donnera pas, mais il va vous demander d'associer sur ce rêve. À quoi vous fait penser ce rêve? Et c'est ce travail-là que vous faites avec le professionnel qui va vous permettre progressivement d'apprendre à interpréter vos rêves. Mais ça, vous pouvez pas le faire tout seul, puisque précisément c'est un phénomène inconscient. Et souvent, vous avez dans ce passage de l'inconscient au conscient, un phénomène de disparition de la censure. Normalement, quand vous êtes éveillé, vous n'osez pas penser à un certain nombre de choses, mais à partir du moment où le phénomène se passe en 60 millisecondes, la censure, il n'y en a plus. Donc vous avez quelque chose qui est complètement différent de ce que vous avez eu l'habitude de vivre. Et ça, c'est le psychanalyste qui peut vous le dire et qui peut vous permettre d'interpréter. Donc on ne peut pas interpréter ses rêves soi-même. Au début, c'est-à-dire que alors, ce qui est connu, par exemple, c'est quand vous commencez un traitement psychanalytique, au fur et à mesure, enfin, dans les premières semaines, dans les premiers mois, vous avez énormément de rêves. Ah. Et vous en racontez de plus en plus. Vous apportez au travail, vous apportez ces rêves. Et puis progressivement, vous allez, grâce à l'analyse, vous allez apprendre à interpréter vos propres rêves. Mais vous n'y arriverez pas comme ça, du jour au lendemain, sans connaître les principes, parce qu'il y a un certain nombre de principes par rapport aux analogies qu'il y a entre certaines personnes. Par exemple, lorsque vous rêvez de votre collègue de travail, ça peut en fait être votre propre fils. Parce que on va faire des déplacements, c'est-à-dire qu'on va utiliser des images qu'on a qu'on a stockées et on va les modifier légèrement, ce qui fait qu'on va se retrouver au travail alors qu'en fait c'est un processus familial qui a lieu. Vous voyez, et tout ça s'apprend. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Pas forcément énormément de temps. Apprendre à interpréter ses rêves, c'est pas forcément très long, mais apprendre à le faire de façon relativement systématique et à juste titre, c'est peut-être un peu plus difficile. Vous, quand vous rêvez, professeur, est-ce que vous essayez systématiquement d'interpréter vos rêves? Oui, j'y pense souvent, oui. Par exemple, cette histoire de valise, effectivement, je me suis posé la question pendant un certain temps, mais pourquoi est-ce que je perdais toujours mes valises, etc. Alors évidemment, mon interprétation est assez primaire, c'est-à-dire que ce que je vous ai raconté par rapport à ce collègue qui avait perdu, c'est assez primaire. Il est probable que j'ai pas été suffisamment loin et que ça me renvoie à quelque chose de plus antérieur à un processus d'abandon ou de perte d'affaires. C'est vrai que j'ai eu des histoires absolument de perte d'affaires incroyables, donc il est vraisemblable que c'est plutôt à ça que ça me renvoyait. Après, ça peut être aussi une crainte, une peur qu'on a. Exactement, c'est une angoisse. Qu'on refoule un petit peu. Moi, par exemple, j'ai toujours peur de perdre ma valise quand je voyage. Vous voyez. Bon, mais ça, c'est conscient. Enfin, c'est conscient. Et peut-être que dans vos rêves, il y aurait peut-être quelque chose où on les retrouverait. On retrouverait cette angoisse. Pour les personnes comme moi qui ont du mal à se souvenir de ces rêves, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner? Alors, le conseil classique, c'est de les noter quand on se réveille. Bon, il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y en a qui enregistrent aussi, qui ont leur magnétophone à côté d'eux et qui, dès qu'ils ont leur rêve, ils branchent le magnétophone, ils racontent leur rêve. Ce qui est plus facile que de l'écrire, parce qu'il faut allumer la lumière, mettre ses lunettes, etc. Alors que ça, il y a des gens qui font ça. Moyennant quoi, c'est un peu un sport, c'est pas indispensable, mais c'est un peu amusant. Il y a certaines choses qui ne peuvent jamais apparaître dans les rêves. Oui. Lesquelles? En fait, il y a une chose, qu'on ne peut pas faire en rêve et que tout le monde fait sans aucun problème à l'état d'éveil. C'est qu'on ne peut pas lire en rêve. En rêve, vous pouvez lire
attention. C'est un mot, mais vous pouvez pas le lire. Attention, il est dangereux de se pencher à l'extérieur. Ça, vous pouvez pas le rêver. Alors pourquoi? Parce que le rêve, comme je vous l'ai dit, c'est le passage de l'inconscient au conscient. Mhm. Bon, l'inconscient, c'est une image. Et la lecture, c'est un processus qui nécessite, un, de l'analogique, je prends le mot, et deux, du cognitif, je le stocke. Mhm. Ensuite, il est dangereux, hop, je lis, il est dangereux, je stocke. Or, le rêve, c'est inconscient-conscient, mais on revient pas à l'inconscient dans le rêve. Donc, vous pouvez en fait voir attention, vous pouvez voir aussi une image, une formule chimique, on y reviendra peut-être, on peut voir des tas de choses imagées en rêve, plusieurs images, mais quand il s'agit de lire et qu'il faut lire la phrase et retenir chaque mot pour revenir sur la phrase qui est écrite, là c'est pas possible. Alors les gens qui disent qu'ils ont lu en rêve, ils sont d'une part très rares, et souvent ce sont des gens qui travaillent dans le métier de la poésie ou de la lecture. C'est-à-dire ils sont capables d'avoir en une seule prise une phrase entière. C'est très rare. Voilà. Mais on ne peut pas lire un livre dans un rêve. Ah ben non. Alors ce que font les gens à qui j'en ai parlé, parce que j'en ai beaucoup parlé, eh ben, ils essayent, ils s'entraînent. Alors, ce qu'ils me racontent, c'est qu'ils sont sur une chaise longue, en train de lire un livre. Donc, ils vont se rapprocher du livre. Et petit à petit, ils se rapprochent et ils voient les lignes. Et au moment où ils commencent à lire, ils se réveillent. Mais pourquoi c'est un challenge personnel de vouloir absolument lire un livre dans un rêve? À partir du moment où un scientifique vous dit on ne peut pas lire en rêve, la première chose que vous essayez de faire, c'est de lire. Vous avez essayé, vous? Ah ben moi bien sûr, mais j'ai vite compris que c'était pas possible. Mais d'autres se disent il doit exagérer. Moi je vais y arriver. Et donc c'est un challenge classique. Alors, autre chose aussi, il me semble que je n'ai jamais vu mon propre visage dans un rêve. Oui. J'arrive totalement à visualiser le visage des autres personnes, mais alors le mien, jamais. Pourtant, je sais que c'est moi, hein, mais je ne vois pas mon visage. Comment vous l'expliquez, ça? J'ai du mal à l'expliquer. En fait, j'en sais rien. C'est-à-dire que, normalement, on rêve des autres. On rêve de ce que l'on voit. Alors, c'est vrai que vous vous voyez dans la glace, que vous avez dans le miroir. Mais c'est pas une situation c'est pas une situation intéressante pour l'inconscient, je pense. Enfin, j'en sais rien. Je peux pas vous donner une réponse très claire, mais c'est vrai. Là, vous avez raison c'est assez rare de se voir son visage en rêve. Oui, on peut voir. Moi, j'ai déjà vu mes cheveux, par exemple, des bouts de cheveux, des choses comme ça, des mains, mais jamais mon visage. Vous faites du cinéma, c'est-à-dire que votre cerveau ne stocke que ce qu'il voit. Or, a priori, sauf justement dans le cas du miroir, vous ne vous voyez pas. Donc, l'essentiel de votre activité est vers l'extérieur. Alors, notons quand même, pour la qualité du rêve, c'est que chez l'homme et la femme, bien sûr, il y a plusieurs millions de fibres qui vont de l'œil au cerveau, de fibres sensorielles. Et il y a 80 000 fibres qui vont de l'oreille au cerveau. Et il y a encore moins de fibres qui vont du nez au cerveau. Donc en fait, le rêve est essentiellement constitué d'images. Parce que c'est ça la fonction du cerveau. Très peu de musique et c'est excessivement rare de rêver d'odeur. Sauf si on vous met cette odeur sous le nez. Alors là, ça stimule et là vous avez j'y avais jamais pensé, mais effectivement. On ne rêve pas d'odeur parce que le système n'est pas fait pour ça, d'une certaine façon. D'accord. Parce qu'il n'y a pas les fibres, la quantité de fibres nécessaires. En revanche, pour les yeux, c'est autre chose. Vous savez, professeur Tassin, les rêves universels comme par exemple la chute dans le vide ou les dents qui tombent, ce sont des rêves qui sont assez récurrents. Est-ce que ces rêves-là ont une signification particulière? Parce que ce sont quand même des rêves, j'ai l'impression que tout le monde fait, ou en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé de les faire, et beaucoup de personnes de mon entourage aussi. Oui. Alors, pour les dents qui tombent, j'ai pas d'idée précise. En revanche, pour la chute dans le vide, c'est relativement clair. C'est relativement clair, c'est-à-dire que lorsque vous avez ce fameux micro-éveil,
vous n'avez pas forcément le sens de la gravitation qui apparaît en même temps. Ouais. Et donc, vous avez le micro-éveil sans la gravitation. Et là, le micro-éveil sans la gravitation, c'est soit vous volez, soit vous tombez. Mais vous n'avez, vous voyez, donc c'est assez simple. Ouais. En fait, c'est ça ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que le rêve va venir d'une sensation souvent corporelle. Exemple, une dame qui a rêvé qu'elle avait avalé un beefsteak cru et qu'elle n'arrivait pas à le digérer. Donc elle rêve ça. Mhm. Et 2 jours plus tard, elle démarre une hépatite. Ah, Prémonitoire, vous me direz. oui, Mais non. encore. C'est pas prémonitoire. C'est qu'en fait, son organisme avait repéré ses difficultés hépatiques. L'information est remontée jusqu'au cerveau, micro-éveil, fabrication du rêve. Alors, interprétation, c'est du beefsteak cru. Ça aurait pu être autre chose. C'est du beefsteak cru. Et en fait, c'est l'hépatite qui démarrait. Vous voyez? Donc c'est là. Alors, il y a une autre histoire un peu plus difficile, c'est l'érection. L'érection, vous savez que en cours de sommeil paradoxal, chez l'homme en tout cas et chez la femme aussi sans doute, il y a une érection. Et cette érection va entraîner, dans certains cas, un micro-éveil. Et souvent, ce micro-éveil, quand il existe, va être associé à un rêve érotique. Et là, vous vous réveillez en disant, c'est dommage, j'aurais bien rêvé encore un peu plus. Vous voyez? Mais c'est encore le corps qui a donné l'instruction. C'est le corps qui a créé une situation que le cerveau va transformer en rêve. Donc l'état de notre corps a un impact considérable en fait sur le rêve. Sur la nature du rêve. Sur la nature du rêve. Oui. Donc même que l'on soit, si on a chaud, si Voilà. on est malade, même si on a froid, du coup, Exactement. tout l'état physique dans lequel on est impacte la nature du rêve. Eh oui. En plus, bon, il y a une situation qui est particulière, c'est que au cours du sommeil paradoxal, vous perdez la régulation neurovégétative, c'est-à-dire que vous perdez votre régulation de température. Donc vous allez vous trouver pendant un temps relativement court, mais un peu à la température extérieure. Si vous dormez dans la neige et donc à 4 degrés, qui fait très froid, votre corps va se refroidir. Se refroidir parce que pendant cette période, il n'y aura plus le métabolisme qui permet de réchauffer le corps. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux de s'endormir dans la neige, parce que vous risquez de ne pas vous réveiller pour des raisons de baisse de température trop rapide. Mais alors, comment vous expliquez, professeur Tassin, que des personnes puissent faire exactement le même rêve alors qu'elles n'ont aucun lien entre elles? Bah ça, il faudrait le vérifier. Parce que, bon, c'est un peu ça, c'est pas très scientifique, si vous voulez. Oui. Puisque on peut pas, il faut le vérifier. Bon, l'exemple de l'étude un peu scientifique des rêves, c'est l'histoire du rêve prémonitoire, où un chercheur canadien, à qui on avait dit, moi j'ai des rêves prémonitoires, etc. Il avait demandé par Internet, il avait demandé que tous ceux qui avaient l'impression de rêver, d'avoir un rêve prémonitoire, de lui envoyer le rêve. Et en l'occurrence, il a reçu des centaines de rêves, mais aucun ne s'est réalisé. Oui. Donc, alors, pour qu'un rêve soit prémonitoire, il faut quand même un certain nombre de critères. Il faut que ça soit pas un événement évident. Si vous êtes avec une personne malade, très âgée, que vous rêvez qu'elle va mourir, c'est pas un rêve prémonitoire. Mais par exemple, il faut celui qui aurait rêvé qu'un avion s'est posé sur l'Hudson aux États-Unis, comme c'est arrivé il y a quelques années. Celui-là, il aurait fait un rêve prémonitoire. Mais personne n'a fait ce rêve avant. Donc le rêve prémonitoire en tant que tel, vous voyez, Ouais. sans aucune base, on ne croit pas beaucoup. Mais l'exemple des dents qui tombent, par exemple, Oui. j'ai l'impression que c'est un rêve universel, ça. Universel, je sais pas, mais c'est effectivement. Alors, il y a plein d'interprétations possibles, mais effectivement, ça renvoie aux sensations que vous avez pu éprouver quand vous avez perdu vos dents. Et c'est-à-dire, ça vous renvoie dans les périodes de 6, 7, 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quelle sensation vous avez eue? Est-ce que vous avez eu l'impression de perdre quelque chose ou au contraire de gagner? Enfin, vous voyez,
Donc, c'est plutôt à ça que je me référerais, plutôt à ce qui s'est passé pendant ces années de changement de dents. Ça ne veut pas dire qu'on va peut-être perdre quelqu'un de proche? Alors c'est ça, non. Alors ça, absolument pas. Non, mais ça veut dire qu'on est dans une situation fragile et que on est peut-être en train de changer. Il y a quelque chose peut-être qui va faire qu'on va changer. Peut-être, en l'occurrence, quand on est adulte et qu'on rêve qu'on perd ses dents, c'est que probablement on se sent vieillir. Vous voyez, mais c'est en relation probablement avec ce qui s'est passé quand vous êtes passé de 24 à 32 dents, quand vous aviez 6 ans. D'accord. Là, c'est l'interprétation, je dirais, très scientifique et cartésienne. Oui. Moi, professeur Tassin, à chaque fois que j'ai rêvé que je perdais des dents, je peux vous assurer que quelques jours plus tard, je perdais quelqu'un de ma famille, ou quelqu'un en tout cas de mon entourage. Ouais. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est vrai qu'il y a une dimension peut-être un peu spirituelle, je ne sais pas. Alors, bon, ce qu'il faut voir justement, c'est est-ce que ce quelqu'un était malade, était âgé, était souffrant, oui, ou bien est-ce que c'était quelqu'un en parfaite santé à qui c'est arrivé comme ça? C'est ça ce qu'il faudrait reconstruire, parce que probablement vous avez encore une fois dans votre inconscient saisi la fragilité de cette personne de votre entourage et que vous l'avez traduit sous cette forme de perte de dents parce qu'à l'époque où vous avez perdu vos dents, vous aviez cette angoisse de perdre des gens. Vous voyez comme ça c'est des interprétations, je dirais, en l'air, mais qui peuvent se retrouver en travaillant un peu. Ah, c'est intéressant en tout cas. Ce que vous dites en fait, c'est que le cerveau intègre des informations qu'on pourrait stocker, et notamment de personnes qui sont autour de nous. Ça me fait penser à un autre rêve qui montre bien le processus analogique, c'est que et comment ça fonctionnait, c'est que j'étais dans un congrès, j'ai présenté mes résultats, et à la fin du congrès, le responsable du congrès est venu me voir en me disant la diapositive que tu as présentée, elle me plaît beaucoup, est-ce qu'on pourrait la mettre sur la couverture du congrès? Est-ce que tu es d'accord pour la mettre sur la couverture du congrès? Donc moi j'étais très fier, très content, et j'ai dit bien sûr, tu peux prendre la diapo puis tu la mets sur le bouquin du congrès. Et donc je rentre chez moi et je raconte ça à ma femme qui se moque un peu de moi en disant bien sûr, etc. Bon. Et je m'endors. Et le lendemain matin, à l'époque, j'avais le réveil France Inter à 8 heures. J'entends le commentateur qui dit « On a demandé à Tassin sa diapositive. » Et réveil. En fait, alors bon, évidemment, je me dis qu'est-ce que ça veut dire? C'est 10 000. Et en fait, ils étaient en train de parler de Jospin. Et alors c'est ça le travail analogique, c'est Jospin Tassin. Eh bien, dans mon truc, moi j'avais été inconsciemment ou consciemment satisfait de cette demande, stockée en inconscient. Ensuite, il y a un élément qui peut faire rappeler Jospin Tassin, et donc mon rêve va être d'entendre analogiquement de faire le passé de Jospin à Tassin. Et c'est parce que il y a eu un stockage relativement important, mais qui date de la veille. Donc quand c'est de la veille, ça va disparaître plus vite. En revanche, quand on a des éléments qui datent de plusieurs années, comme l'histoire des dents, c'est des bassins plus profonds et qu'il est plus difficile de retrouver. Là, c'était facile de retrouver l'origine. Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une explication rationnelle au rêve? Il y en a toujours une, mais on n'est pas toujours obligé de la trouver. C'est que ça n'arrive. Il n'y a jamais de rêve par hasard. Le rêve par hasard, il n'y a aucune raison. C'est pas du hasard. C'est qu'il y a eu une forme d'information qui a été stockée dans le système analogique et que, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce système analogique, il va fonctionner de façon essentielle, en continu, sans modulateur. Et que ce sont les modulateurs qui vont transformer l'analogique en cognitif. Donc ça, ce cognitif, il vient jamais de nulle part. Il vient toujours de votre intérieur. Mais que répondez-vous aux personnes qui donnent une dimension spirituelle à leurs rêves? Rien n'empêche qu'ils aient effectivement stocké un certain nombre d'informations par rapport à Jésus-Christ, par rapport à Bouddha, par rapport aux musulmans. Vous voyez, il peut avoir par rapport au pape, et que
dans leurs rêves, ils vont retrouver des éléments sur la Sainte Vierge, sur le Christ, etc. Il n'y aura pas de problème a priori, mais c'est que parce que ils ont eu une éducation, ils ont eu des expériences qui les ont amenés à avoir ce type d'informations dans leur inconscient. Est-ce qu'il y a une différence d'un point de vue scientifique entre les rêves et les cauchemars? Alors, scientifiquement, il n'y en a pas. Mais théoriquement, il y en a une. C'est-à-dire que, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sommeil, entre autres paradoxal, va faire disparaître les fonctions neurovégétatives. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir des régulations qui ne se font plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une accélération cardiaque, des transpirations. Et donc, là, cette transpiration et cette accélération cardiaque, le cerveau l'interprète comme un danger. Il se passe quelque chose. Et cette sensation de danger va entraîner, un, le micro-éveil, et deux, la traduction consciente de l'association de danger. C'est là qu'on fait les cauchemars? Et à ce moment-là, le cauchemar apparaît. Donc quand vous vous réveillez avec des battements de cœur, en disant « j'ai des battements de cœur parce que j'ai fait un cauchemar », en fait non. Ah. Vous avez des battements de cœur qui ont déclenché le cauchemar. D'accord. Vous voyez, on retrouve toujours la prééminence du corps qui va être traduit de façon cérébrale. Moyennant quoi, chez les enfants par exemple, si vous voyez, s'ils voient un film d'horreur qui les marque, à ce moment-là, ils vont avoir un stockage d'informations anxiogènes qui est passé à travers eux à partir de ce film, et au micro-éveil, c'est ce système qui va être récupéré, et là, ils vous feront un cauchemar qui n'aura pas de lien avec ce que je vous dis. On parle beaucoup de terreur nocturne, notamment pour les jeunes enfants. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En fait, les terreurs nocturnes, ce sont effectivement des processus, alors c'est un peu technique, mais c'est des processus de dysrégulation qui existent en particulier chez les enfants entre le thalamus et le cortex, c'est-à-dire des zones qui sont chargées de traiter des informations sensorielles et de les envoyer au cortex. Donc, en général, c'est lié à des événements qui ont eu lieu dans les jours ou dans les semaines précédentes. Ah. Mais disons que pour reprendre ce que je disais un peu, c'est que ça n'est jamais par hasard. Mais elles sont bon. Mais c'est difficile avec des enfants de retrouver l'origine. Et la meilleure technique, enfin que je puisse connaître, c'est ce que font un certain nombre de thérapeutes, c'est de faire dessiner l'enfant. Et dans son dessin, vous retrouvez ce qu'il a senti, ce qu'il a compris, mais qu'il n'a même pas explicité. Et que les parents ne pensent même pas qu'ils puissent imaginer des choses pareilles. Les secrets de famille, effectivement, vont exister chez l'enfant. Il en est plus ou moins conscient. Enfin, il en est même pas du tout conscient. Mais quand il fait son dessin, on retrouve la disparition d'un enfant qui, en fait, n'avait pas été signalé. Ouais, ce que j'essaie vraiment de comprendre, justement, c'est à travers ces terreurs nocturnes, savoir est-ce que ça voudrait dire que quelque chose ne va pas? Ça veut dire qu'il y a de l'angoisse. Ça veut essentiellement dire qu'il y a une angoisse. Alors l'origine de l'angoisse, elle peut être multiple, mais ça veut dire qu'il y a de l'angoisse, que l'enfant est angoissé, ce qui est assez normal. Il y a des âges différents, il y a des situations différentes, des situations familiales. Bon, que c'est normal qu'un enfant soit angoissé. Dans quelle mesure, professeur Tassin, les drogues, les médicaments, l'alcool même, peuvent influencer nos rêves? Alors, de façon très claire, puisque tout ce que vous venez de citer, ce sont des produits qui interviennent sur les modulateurs. Donc, les antidépresseurs, par exemple, vont modifier le fonctionnement des modulateurs, noradrénaline, sérotonine. Les benzodiazépines, en particulier, vont modifier aussi et vont déclencher par elles-mêmes des cauchemars, parce qu'elles vont intervenir au moment de la situation paradoxale où il n'y a plus de régulation neurovégétative. Donc, ces benzodiazépines sont des sources de cauchemars. Quand vous travaillez, quand vous faites un certain nombre d'études, de recherches, vous allez travailler de façon cognitive sur un problème. Mais vous allez aussi fonctionner en analogique. Et vous allez stocker des informations en analogique. Et là, il y a un exemple qui est célèbre, c'est l'exemple d'un chimiste qui s'appelait Kekulé. Monsieur Kekulé,
travaillait sur une molécule qui s'appelle le benzène. C'est il y avait, on a regardé, ça faisait 6 carbones et 6 hydrogènes. Or, normalement, en chimie, un carbone, ça va donner 4 hydrogènes. Ça se lie à 4 hydrogènes. Donc 6 et 6, il y a quelque chose qui va pas. Donc il comprenait pas comment le benzène pouvait exister. Il répondait pas aux lois de la chimie. Et il a cherché assez longtemps. Et puis il a rêvé. Il a rêvé d'animaux, et en l'occurrence de serpents. Et parmi ces serpents, il y en a un qui se mordait la queue. Et là, il s'est réveillé. Et il a compris, à ce moment-là, que le benzène, c'était une molécule cyclique avec 6 carbones et 6 hydrogènes autour. Il a trouvé la solution dans son rêve. Il a trouvé la solution dans son rêve. Et ça, il l'a expliqué, il a eu le prix Nobel pour ça, entre autres, mais pas parce qu'il l'a expliqué, mais il a expliqué que son rêve lui avait permis de trouver la solution. Donc en fait, il l'a pas inventé. Il a stocké l'information, il a fait toutes les possibilités, et finalement, c'est dans son rêve. Son cerveau, en fait, a travaillé pendant son sommeil, de sorte à reprendre les informations qu'il avait stockées, les mettre bout à bout, et lui envoyer un message, lui envoyer l'info. Et l'info qui était, effectivement, il avait probablement inconsciemment trouvé la solution. Vous voyez? Ou peut-être il l'avait entendu. Certains ont dit que déjà, quelques années auparavant, quelqu'un avait proposé qu'il y a une formule cyclique. Vous voyez? Il l'avait peut-être entendu. Mais il n'en avait pas conscience, et c'est au moment du rêve qu'il va l'entendre. Bon, mais c'est quand même très intéressant de savoir ça, qu'on peut trouver des solutions dans nos rêves, des solutions à des problématiques de vie. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut, avant de s'endormir, justement avoir cette intention, se dire, bon, je vais m'endormir, et voilà ce que je veux trouver. Allez, il faut maintenant que le cerveau se mette en marche sur ça. Parce que je crois pas que ça puisse ça fonctionne pas comme ça. Non, mais moi j'ai des souvenirs de problèmes de mathématiques, où je butais complètement, et en regardant un film à la télévision, au milieu du film, donc là j'étais pas en train de rêver, j'étais hypnotisé par la télévision, je trouve la solution du... Oui, le moment Eureka. Ouais, et c'est exactement, c'est ça. Donc brutalement, le système fonctionne en autonome, si vous voulez, en analogique, et à l'occasion d'une activation inattendue, toc, vous avez la solution. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est des moments justement où on lâche un peu prise? Ouais. C'est ça, hein? On lâche un peu prise, c'est-à-dire la vigilance diminue. C'est un peu ce qui se passe donc en psychanalyse, c'est que quand vous parlez, au début vous parlez de façon tout à fait cognitive, consciente, et petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, vous enchaînez sur des histoires analogiques. Et donc là, vous lâchez prise, et c'est le travail de l'analyste qui doit repérer tout ça. Il faut lâcher prise pour arriver à ce que ça soit l'inconscient qui parle d'une certaine façon. Est-ce que vous avez justement une histoire à partager avec nous, peut-être d'un rêve que vous avez fait et qui vous a aidé à trouver une solution pour vos recherches ou pour autre chose d'ailleurs? Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai donc fait une psychanalyse et pour trouver le psychanalyste, il y a deux grandes écoles actuellement. Enfin, il y avait deux grandes écoles, la Société de psychanalyse de Paris et puis les lacaniens, ce qu'on appelle les lacaniens, grosso modo. Et donc, les lacaniens, ils traitent les gens avec des séances de 5 ou 10 minutes. Et ceux de la psychanalyse de Paris font des séances de 45 minutes. Donc, moi, j'ai démarré ma psychanalyse avec SPP, c'était la Société de psychanalyse de Paris, avec des séances de 45 minutes. Et j'ai fait ça régulièrement. Et j'avais un copain qui était chez les lacaniens, chez un lacanien. En l'occurrence, il était chez Lacan, carrément. Et donc, 2 ans après, on se rencontre et il me dit, c'est une expérience extraordinaire. Il m'interrompt au bout de 10 minutes et je trouve que tout est étonnant. Ça me permet de progresser, etc. Et moi, ma psychanalyse, elle avançait doucement. J'étais un peu pépère. Je me suis dit, bon, ça fait 2 ans, je vais quand même pas changer de psychanalyste. Je vais continuer. Et donc, je continue ma psychanalyse pépère. Et là, dans une séance, l'analyste me dit, voilà. Ce qui voulait dire, la séance est terminée. Et ça faisait 10 minutes que je parlais. Donc, je sors dans la rue. Et là, je réfléchis. À quel moment il m'a interrompu? Pourquoi il m'a interrompu?
ce que j'ai compris quand il m'a interrompu, sur quel mot il m'a interrompu. Et donc la séance d'après, je reviens, je dis c'était absolument extraordinaire ce que vous avez fait. Comment est-ce que vous avez pu comprendre que j'avais besoin de ces séances courtes de 10 minutes? Et en fait, vous m'avez arrêté juste à un moment très très important. Et l'analyste là, il me dit, écoutez, tout ce que vous venez de dire est super bien. Mais enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que la dernière fois, vous êtes arrivé avec 35 minutes de retard. Vous voyez? Et ça m'a déclenché un processus. C'est que, en fait, je voulais arriver à avoir des séances de 10 minutes. Et sans m'en rendre compte, j'arrive avec 35 minutes de retard. Donc, vous voyez comment l'inconscient peut vous amener quelque part. Votre cerveau a travaillé de sorte à vous faire vivre justement une séance de 15 minutes, pas plus. Exactement. De 10 minutes en l'occurrence. 10 minutes. Ouais. En fait, il y a toujours une explication plausible, une explication concrète, quelque chose de très, scientifique en fait. Oui, mais vous savez, tous les lapsus, les actes manqués, les gens qui recommencent 2 fois la même erreur, c'est logique parce que ils sont mus par leur propre inconscient et l'inconscient est assez fort, il est même très très fort. Donc il va nous conduire plus ou moins au même endroit, sauf si on arrive à comprendre pourquoi il le fait. C'est la même chose aussi pour les personnes qui se mettent en couple toujours avec la mauvaise personne. Effectivement, en couple, ils vont retrouver de façon inconsciente les mêmes défauts qu'ils avaient jusqu'à. Quelqu'un disait, quand on change d'homme, on change de défaut. C'était En tout cas, je trouve ça très intéressant parce que finalement, l'inconscient fait un travail énorme qui nous permet d'arriver à des objectifs qu'on s'était fixés peut-être inconsciemment, justement. Dans certains cas, Dans certains cas, voilà. Ou dans certains cas, il vous emmène sur une voie de garage. Aussi. Sans que vous le sachiez. Ouais, aussi. Et vous comprenez pas pourquoi à chaque fois vous ratez le truc. Ça, c'est le lapsus, l'acte manqué, qui est bien connu. Professeur Tassinski, une différence entre les hallucinations et les rêves? Alors oui, parce que les hallucinations, si vous voulez, elles ont, l'hallucination, c'est quelque chose que vous faites éveiller. Donc vous n'avez pas cette notion, mais ce que font les hallucinations, c'est qu'en fait, ils ne traitent pas le message comme il devrait être traité. Donc, vous avez, les hallucinogènes, il y a des produits hallucinogènes qui interviennent sur des zones précises du traitement du signal qui font que ce que vous voyez ne correspond pas à la réalité. Donc, vous fabriquez une hallucination qui effectivement est liée à votre inconscient, là encore, mais qui n'est pas dans un état qui n'est pas, que vous passez pas de l'analogique au cognitif. Vous êtes en continu dans l'analogique vers le cognitif. Il y a un défaut du système. Il y a un défaut du système, mais c'est pas un saut. Ce n'est pas le saut qui est normal dans le cas du rêve et qui est anormal dans le cas de l'hallucination. Et c'est pour ça que les hallucinations peuvent nous faire du mal. Elles peuvent nous faire du mal, oui, bien sûr, mais en général, quand on a des hallucinations, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, heureusement, c'est qu'il y a un autre problème, Il y a un problème de régulation modulatrice, en particulier, parce que les hallucinations viennent effectivement de l'intervention sur des récepteurs précis, en particulier sérotoninergiques, dans le cerveau. L'hallucination n'est pas une source de connaissance, a priori, alors que le rêve l'est, à condition de savoir s'en servir, si je puis dire. Alors, il y a un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, c'est le rêve lucide. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, le rêve lucide, et est-ce que c'est vraiment possible, ça, de contrôler ses rêves? Alors, ce qui se passe avec le rêve lucide, c'est le principe, c'est que la personne rêve, mais dit qu'elle peut contrôler ses rêves, effectivement, qu'elle peut choisir une solution. Alors, c'est très difficile d'être un rêveur lucide, il n'y en a pas des kilos. Alors ça, c'est une première limite. La deuxième limite, c'est qu'il faut trouver un rêveur lucide qui veut bien se faire enregistrer en laboratoire. Et ce qui a été trouvé sur les quelques rêveurs lucides qui ont été enregistrés, c'est que leur activité cérébrale n'est pas celle, à proprement parler, du micro-éveil, si vous voulez. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Voilà. Est-ce que ça arrive pendant les micro-réveils? Alors, ce qui se passe, à mon avis, mais ça, je n'en sais rien, mais ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai dit, le micro-éveil est un phénomène qui va durer quelques centaines de millisecondes. Et il doit y avoir des gens
qui sont capables de maintenir le phénomène avant d'être totalement éveillés. C'est-à-dire que normalement, il y a le réveil électrophysiologique, c'est-à-dire l'activation des modulateurs a lieu à un certain temps T, et puis dans les 500 millisecondes qui suivent, il s'arrête. Et là, vous vous réveillez. Et chez certaines personnes, il est probable que ça ne soit pas 500 millisecondes, mais qu'ils puissent, grâce à un entraînement et assez rare, ils puissent continuer un peu plus longtemps. Et là, ils sont déjà dans le conscient, tout en étant encore dans le rêve. Donc le rêve est conscient, ils sont toujours dans le conscient, mais pas dans le conscient réveillé. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans la situation intermédiaire entre le réveil électrophysiologique et le réveil définitif avec les yeux. Et dans ce cas, est-ce que les rêves lucides peuvent être dangereux? A priori, je vois pas pourquoi, mais jusqu'à nouvel ordre, peut-être qu'il y a des rêves lucides qui ont été dangereux. Peut-être que dans les rêves lucides, il y a des injonctions, auquel cas ça pourrait être un peu pathologique, des injonctions à aller tuer ou à aller... vous voyez, il peut y avoir des injonctions un peu particulières, mais a priori, le rêve lucide n'est pas un danger en soi, pas plus que le rêve ne l'est. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, ça, les rêves lucides? Pas vraiment, parce que je crois que c'est un cas particulier. Ce sont des cas très très particuliers. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le phénomène général, le phénomène entre guillemets normal. Pourquoi est-ce que les gens rêvent? Et bon, et il y a sûrement des rêves très particuliers. Le rêve prémonitoire est exceptionnel, peut-être qu'il en existe. J'en ai jamais rencontré, mais peut-être. Et vous voyez, ma mère avait racontait qu'elle avait rêvé que son père allait avoir un accident de moto, ce qui s'est passé. Bon. Et comment vous l'expliquez, ça? Je l'explique pas. C'est-à-dire que c'est que son père, donc mon grand-père, avait une moto et qui prenait beaucoup de risques et qu'elle était angoissée par rapport à ce risque et donc elle a rêvé qu'il allait avoir un accident et il a effectivement eu l'accident. C'est un rêve prémonitoire, mais discutable, quoi. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui vient de l'au-delà. Est-ce que un scientifique comme vous pourrait justement éventuellement mettre un peu de spiritualité là-dedans, quelque chose qu'on peut pas forcément expliquer? Non, j'ai du mal. Je vous dis, j'ai du mal parce que c'est effectif, parce que le cerveau n'est pas quelque chose pour moi, le cerveau n'est pas quelque chose qui absorbe des éléments extratemporels. Vous voyez, il ne fait qu'avec ce qu'on lui donne. Alors il a sa génétique propre, mais il va utiliser les perceptions, les transformer, mais ce sont toujours des perceptions qui sont d'une certaine façon dans le réel ou dans les sensations. Il peut sentir, mais pas de l'au-delà. Enfin, voilà, mais chacun pense ce qu'il veut dans ce cas-là. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que les rêves ont souvent une dimension spirituelle, pour beaucoup de personnes, donc c'est aussi intéressant d'en parler avec vous. Donnez-moi l'exemple d'un rêve spirituel. Il y a certaines personnes, par exemple, qui affirment parler avec des personnes qui sont plus là aujourd'hui, qui sont décédées, mais qui viennent dans leurs rêves, qui ont des discussions avec elles. Oui. Il y a toujours il y a toujours cette dimension un peu spirituelle. Je pense que c'est propre à chacun. Alors moi j'ai eu ça. Ma mère, quand elle était décédée, je téléphonais tous les jours à ma mère et elle est décédée, donc j'ai évidemment arrêté de lui téléphoner et j'ai eu un rêve où elle m'appelait. Et donc je parle avec ma mère au téléphone et je lui dis mais enfin normalement tu peux pas m'appeler puisque tu es décédé. Et à ce moment-là je me réveille. Oui. Bon, c'est facile à interpréter. Vous voyez, ce genre de choses, effectivement, c'est un rêve qui n'était, je sais pas comment on pourrait le caractériser. C'est peut-être un rêve spirituel si vous voulez, mais c'est le désir que j'avais de reparler avec ma mère. Bon, ça a été dit. Le rêve est l'expression d'un désir, d'une certaine façon. C'est-à-dire que, dans la mesure où il est transformation de l'inconscient vers le conscient, que l'inconscient a un certain nombre de désirs plus ou moins conscients, plus ou moins cachés. Et que comme, brutalement, les événements inconscients qui sont en train d'être traités par le système nerveux central sous forme de bassin attracteur vont être brutalement remis au niveau conscient, vous allez avoir des éléments qui sont liés à ce désir qui vont apparaître en conscient sous une forme plus ou moins différente de la réalité.
Alors vous nous avez dit dans cet entretien que les rêves sont presque toujours liés à des expériences de vie personnelles. Alors de quoi rêvent les bébés? Parce que leur expérience de vie est quand même assez limitée. Oui, donc je me suis toujours posé cette question. La question est une bonne question. D'une part, vous savez peut-être, mais les bébés n'ont pas de sommeil paradoxal. Donc ils n'ont pas le même fonctionnement mental. Et en fait, c'est un peu comme si vous me demandiez de quoi rêvent les insectes, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, le bébé, à la naissance, il n'a pas de système modulateur. Ou plutôt, il a des neurones, des cellules, mais les cellules, elles ont des prolongements qui vont vers l'avant du cerveau pour les modulateurs, mais qui vont le faire doucement, progressivement. Donc au début de la vie, le bébé est en analogique pur. C'est-à-dire qu'il fait des associations entre des événements sans pouvoir les transformer en cognitifs. Le bébé n'a pas de cognitif. Donc il ne rêve pas? Donc il ne rêve pas, puisque pour rêver, il faut avoir la conscience. Parfois, on peut quand même observer un bébé qui sourit alors qu'il est en train de dormir. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il rêve. Ça ne veut pas dire que le sourire, vous savez, ça peut être l'expression d'une satisfaction, mais c'est déjà quand on a du cognitif. On peut sourire sans avoir du cognitif. Et surtout, ce qui est clair, c'est que le bébé est en analogique pur jusqu'à 11-12 mois. D'accord. Et c'est cette raison qui fait qu'il ne peut pas, ou que vous ne pouvez pas, que je ne peux pas me souvenir de façon claire de ce qui s'est passé dans les 2 premières années de ma vie. Il faut que le système commence à faire du cognitif vers 2 ans pour pouvoir retrouver vos mémoires. Ce que vous pouvez pas retrouver en cognitif ce que vous avez vécu en analogique pur. Pour retrouver quelque chose, il faut que ça passe par le cognitif. Donc il faut attendre 2 ans et demi, 3 ans pour que les premiers souvenirs puissent apparaître. Et ces premiers souvenirs, alors ça c'est un peu plus compliqué, mais pas vraiment, c'est qu'on ne peut pas se souvenir de tout, enfin la mémoire ne peut pas fonctionner en cognitif. C'est-à-dire que la seule façon de retenir une information, c'est de la renvoyer en analogique. Donc vous allez faire du cognitif, vous constatez qu'il y a des gens dans cette pièce, ensuite vous la renvoyez en analogique. Et demain, quand je devrais me rappeler de ce qui se passait dans cette pièce, je vais reprendre mon analogique et je vais le transformer en cognitif. Mais là, je vais faire des erreurs. Je vais faire des erreurs parce que la lumière que je la vois jaune là maintenant, demain peut-être que je la verrai blanche. Je vais être obligé de reconstruire. Alors je déconstruis en mettant en analogique, c'est-à-dire que je pars du cognitif et je fabrique de l'analogique, je simplifie, et ensuite je refabrique du cognitif, et là je fais 2 erreurs. La première en mettant en analogique et la deuxième en passant en cognitif. C'est peut-être un peu compliqué, mais en fait c'est super simple. C'est-à-dire que la mémoire nous joue des tours. La mémoire, c'est d'abord un stockage avec erreur, et c'est ensuite une récupération du stockage avec erreur. Donc première erreur, deuxième erreur. La chanson de Maurice Chevalier, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une chanson où les deux, le couple, se chante en disant, tu te souviens, quand je t'ai rencontré, tu avais une robe bleue, et la dame dit, non, elle était blanche, etc. Et ils ont tous les deux des souvenirs qui sont tous différents. Et ça s'explique comme ça, en fait. Et ça s'explique de façon simple, c'est-à-dire que vous êtes obligé, pour vous souvenir, de faire une élimination. Vous ne prenez que les éléments qui sont saillants pour vous, et ensuite, vous refabriquez, et donc là, en refabriquant, vous faites une erreur supplémentaire. Alors, ce que vous nous dites, c'est que il n'existe pas de sommeil paradoxal chez les bébés. Du coup, ils ont uniquement un sommeil profond? Ils ont un sommeil agité, c'est ce qu'on appelle un sommeil agité. C'est-à-dire qu'ils font effectivement des mouvements, mais ça veut pas dire... Mais ils n'ont pas de rêve à proprement parler, puisqu'ils n'ont pas encore de cognitif. D'accord. C'est intéressant. J'étais convaincue qu'ils rêvaient de leur prochain biberon, ou c'est ça, qui les faisait sourire. C'est la même chose que la prochaine phase de jeu. C'est le chat qui court, celui qui court pendant son sommeil paradoxal avec les yeux fermés. Il a simplement une activité musculaire qui est liée à l'activation du cortex moteur pendant les phases de sommeil paradoxal. Professeur Tassin, qu'est-ce que la science n'a pas encore compris sur les rêves? En d'autres termes, qu'est-ce qui reste encore un mystère? Je crois que le vrai mystère, c'est d'arriver à avoir
un certain nombre de règles sur les transformations. C'est comment l'inconscient passe au conscient, quels sont les éléments qui passent de l'inconscient au conscient, comment ce phénomène a lieu. Mais je pense que c'est un vrai mystère pour au moins une grande raison, c'est que chacun a son processus. C'est très individuel. Donc arriver à faire des règles sur ce système me paraît difficile. C'est pour ça que tout traitement thérapeutique, pour en venir là, est individuel et dépend à la fois de celui qui est en traitement et de celui qui traite. Qui sont les plus grands experts qui étudient les rêves à l'étranger? Actuellement, honnêtement, je ne connais pas. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai démarré en regardant les travaux des Américains, y compris avec Jouvet. Michel Jouvet, donc, qui était un des premiers à travailler sur le rêve. Il a même fait cette astuce où il a intitulé son laboratoire Onirologie moléculaire. Onirologie moléculaire, ce qui était une forme de gag vis-à-vis de l'INSERM. Mais pour les Américains, donc, ils ont assez rapidement démontré que le rêve n'avait pas lieu pendant le sommeil paradoxal, si vous voulez. Et c'était en 1962. Ah oui, quand même. Et pourtant, si vous écoutez, y compris les chercheurs actuellement, ceux qui ne travaillent pas sur le rêve vous diront le rêve a lieu pendant le sommeil paradoxal. Les Américains étaient plus avancés sur ce sujet-là. Ils étaient à la fois plus avancés et surtout ils n'avaient pas ce problème presque chauvin de maintenir une pensée française et qui était une des premières en l'occurrence. Il semblerait que, vous savez, pour le prix Nobel, par exemple, on demande à un certain nombre de chercheurs sélectionnés de donner leur avis pour nommer des prix Nobel. Or, il y a relativement peu de prix Nobel français. Et une des explications serait que les Français ne votent jamais pour des Français. Ah oui? Contrairement aux Américains qui votent pour des Américains. Et alors pourquoi? Parce qu'ils sont chauds. Parce que justement, ils n'ont pas envie que les autres soient nobelisés. C'est des phénomènes d'envie. C'était François Jacob qui disait ce qui est plus terrible pour un chercheur, c'est pas de ne pas trouver, mais c'est que les autres trouvent. On est un peu tous pareils. Bon, le milieu de la recherche, c'est un peu Dallas, des fois. Dallas, pas vraiment, mais compétition, certes. Il faut être le premier. Il faut être le premier. Si vous publiez un papier qui a déjà, un résultat qui a déjà été publié, votre papier n'a plus aucun intérêt. C'est les premiers. Les premiers sont les meilleurs. Les deuxièmes valent plus grand chose. Alors, vous avez coécrit un livre avec Serge Tisseron qui s'intitule Les 100 mots du rêve. Oui. Quel est le mot qui vous parle le plus aujourd'hui? C'est analogique. Analogique parce que à partir du moment où on comprend ce qu'est l'analogique, on comprend comment le rêve se fabrique. Si on comprend cette différence, si on comprend le rôle des modulateurs dans ce passage de l'un à l'autre, le rôle des micro-éveils, à ce moment-là, on a tout. Donc c'est l'analogique qui va me servir de base. Et vous, professeur Tassin, de quoi rêvez-vous? De quoi rêvez-vous en ce moment? Ah, en ce moment, écoutez, justement, Vous faites partie des bons dormeurs comme moi qui ne se souviennent pas forcément de leurs rêves? Je pense, alors ça, je me souviens, il m'est arrivé de me réveiller et de dire à ma femme, j'ai très mal dormi, j'ai beaucoup rêvé. Et alors là, elle me répond, si t'as beaucoup rêvé, c'est que t'as bien dormi. Eh bien non. Eh bien non. Quand on dort bien, on rêve peu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, professeur Tassin. Vous le savez, on a un petit rituel dans le Manal Show. Oui. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Des questions qui sortent un peu du cadre de l'entretien, un peu fun et décalé pour apprendre à mieux vous connaître. Oui. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. J'aime pas beaucoup, mais je suis prêt. C'est vrai? Ouais. Vous allez voir, c'est hyper fun. C'est parti. Professeur Tassin, le tout dernier rêve dont vous vous souvenez? Le tout dernier rêve dont je me souviens, ce qui ne veut pas dire que c'est le dernier rêve, c'est l'histoire des valises. C'est les valises qui disparaissent et qui sont dans le train et à un endroit que je n'arrive pas à retrouver. Quel rêve d'enfance gardez-vous précisément en mémoire? Alors c'est un rêve où je sais pas s'il est exact ou c'est ce qu'on appelle un rêve rapporté, mais je vois mon landau. Je vois mon landau rangé au rez-de-chaussée. Si vous pouviez vivre une seconde vie, à quoi la consacreriez-vous?
Alors là, c'est une très bonne question et je pense que je referai la même chose parce que je trouve que le métier que j'ai eu la chance d'exercer est vraiment un privilège exceptionnel. Le plat que vous pourriez manger tous les jours? Des langoustes. Mais en fait, comme j'ai jamais mangé tous les jours des langoustes, peut-être que j'en aurai assez vite. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans le monde actuel? Évidemment, les guerres. Gaza, c'est un scandale. Je comprends pas ces gens-là. Voilà. Mais vraiment, ça me préoccupe sérieusement. Et surtout, ce qui me préoccupe plus, c'est mon état d'impuissance par rapport à ça. Quel conseil vous donneriez au jeune Jean-Paul Tassin de 10 ans? Continue comme ça. T'as du pot, tout se passe bien. T'as de la chance. Une musique ou une chanson qui vous transporte? J'aime beaucoup Dire Straits, mais et puis ce que j'aime, qui me transporte, je sais pas, mais Charles Aznavour, je connais beaucoup de chansons de Charles Aznavour par cœur. Quel livre auriez-vous rêvé d'écrire? C'est l'évolution l'évolution du monde. Enfin pas du monde, mais l'évolution des êtres vivants. Qui est la personne la plus importante à vos yeux? Ça, c'est une question super indiscrète. Écoutez, la personne... disons que ce qui me vient comme ça, c'est, je pense à ma mère, quoi. De quel luxe vous ne pourriez absolument pas vous passer? Un luxe dont je pourrais pas me passer, c'est le silence. Et enfin, la question signature du Manal Show. Quelle est la leçon apprise ces dernières années qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école? Je crois que ce qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école, c'est l'humilité. On nous demande de façon systématique à être le meilleur. Et celui qui n'est pas le meilleur n'a pas sa place. Et donc, on devrait pouvoir accepter, voire même encourager une certaine forme d'humilité. Merci beaucoup. Je voudrais simplement finir sur quelque chose d'assez important pour moi parce que lors de notre dernier entretien, professeur, vous nous avez parlé d'un médicament pour soigner l'addiction à l'alcool qui a intéressé beaucoup de personnes, je dois le dire. J'aimerais savoir où vous en êtes aujourd'hui. Pour l'instant, on a pu recueillir 17 millions d'euros. Il en faut 30. Donc on n'y est pas. Et on n'y est pas. Et si on n'y arrive pas, il faudra abandonner. On verra. D'accord. On ne sait pas combien de temps on peut tenir en attendant. D'accord. Pour toutes les personnes intéressées, elles peuvent vous contacter directement, c'est bien ça? Elles peuvent me contacter, mais je pourrais pas techniquement leur donner le médicament, non pas parce que j'en ai pas, mais parce que c'est pas autorisé. Non, intéressés pour justement soutenir. Soutenir. Soutenir, bien sûr, oui. Mais enfin, pour financer le projet. On est quand même dans des zones, c'est pas du 1000 euros, c'est des millions. Tout est possible, vous savez. D'accord. Alors si vous avez quelqu'un, très volontiers. Je rappelle votre livre que vous avez coécrit avec Serge Tisseron, Les 100 mots du rêve. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur ce livre? Qu'est-ce que vous avez appris finalement en l'écrivant? J'ai appris qu'il y avait déjà un certain nombre de personnes qui avaient l'intuition de ce phénomène inconscient-conscient. Je me souviens plus du nom de ce roi à qui on avait demandé, ou qui avait demandé à son aide de camp, si je puis dire, qui avait demandé qu'est-ce que le rêve? Est-ce que le rêve est un phénomène dû au réveil ou au sommeil? Et la réponse avait été, c'est entre le sommeil et l'éveil. Voilà. C'est une belle façon de conclure cet entretien. Je vous remercie encore une fois, professeur Tassin, pour toute la valeur que vous avez délivrée et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup.